Salut à tous, c'est le doc. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre la Chine, d'analyser sa stratégie donc pour prendre sa revanche face à l'Occident. C'est parti, générique. En 2010, j'ai eu la chance donc de voyager en Chine. On a fait donc Pékin, Shanghai, Xi'an, là où il y a l'armée de Terclit, et j'ai été frappé à quel point c'était un pays magnifique avec une culture et un patrimoine extraordinaires. Mais j'ai aussi remarqué que les Chinois étaient complètement soumis donc au parti communiste, ils étaient endoctrinés et en plus ils avaient le souhait de faire de la Chine l'hyperpuissance mondiale. Et pour la petite anecdote, quand on a visité la place Tiananmen, qui est le lieu névralgique du pouvoir politique en Chine, on a demandé à notre guide, qui parlait un français impeccable, si elle était au courant donc de ce qui s'était passé en avril 89, donc les manifestations étudiantes, où tu dois connaître la fameuse photo donc de l'étudiant face à un char. Et elle nous a répondu que soi-disant il y avait eu quelques incidents pas bien dramatiques. Et quand on cherche sur internet en Chine, place Tiananmen et avril 89, bizarrement on tombe sur rien. Je pense que c'est dû au hasard, tu vois, c'est le fameux hasard. Et il faut comprendre que la Chine a une volonté de prendre sa revanche face à l'Occident et elle a une stratégie sur le long terme qui s'appelle le marathon des 100 ans. Et pour ça, pour comprendre donc la Chine d'aujourd'hui, on va analyser l'ouvrage de Michael Pillsbury, donc qui a été un analyste de la CIA et qui comprend très bien la Chine. Tu es prêt? C'est parti, prends la dolo, on va remonter dans le temps. 1839-1842, première guerre de l'opium. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En gros, les Chinois, ils aiment bien s'enfumer. Ils aiment bien fumer de l'opium, ça les fait planer, etc. Et la couronne britannique s'en met plein les fouilles parce qu'elle vend de l'opium donc en Chine, notamment avec l'aide logistique de la banque HSBC. Comme quoi, les banques ont toujours été dans la moralité, tu vois. Sauf que l'Empire Qing est un petit peu en mode non, mais ça va pas bien se passer, arrêtez de vous enfumer. Donc, on va couper l'approvisionnement en opium. Arrête-toi. Non. Mais tu comprends bien que l'Empire britannique, il n'a pas pris comme ça. Ils ont envoyé la cavalerie en Chine avec plusieurs autres pays occidentaux qui ont mis des calbottes donc, à l'Empire chinois. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu donc des difficultés pour l'Empire à renaître de ses cendres. Il y a eu donc des guerres civiles, etc. Et une instabilité politique doublée d'un sentiment d'humiliation profond. Il faut savoir que la Chine, c'est des dynasties qui se sont succédées et dont certaines sont parfois plus vieilles que la conception des États-Unis en elle-même, l'histoire américaine, quoi. Donc à partir de là, il y a eu dans les années d'après deux camps, les nationalistes de Chiang Kai-shek et les communistes de Mao Zedong. Ils se foutaient sur la gueule avant la guerre et pendant la guerre, face donc à l'invasion japonaise, ils ont décidé de s'allier. Mais après, ils sont refoutus sur la gueule, ce qui a abouti au fait que Mao a pris le pouvoir en 1949 et il a envoyé les nationalistes de Chiang Kai-shek jouer aux billes à Taïwan, tu vois. Why are you running? Et on connaît Mao, il a fait donc des carabistouilles, des millions de morts, voilà, c'est le communisme. Ce qui faisait que d'ailleurs, les Occidentaux pensaient que la Chine, c'était un État qui vivait encore au Moyen-Âge et qui ne représenterait jamais une menace. Le problème, c'est que, comme il dit Michael Pillsbury donc, dans son ouvrage, c'est que les États-Unis, à partir donc, des années 70, 71 notamment avec Richard Nixon, ils ont commencé à à faire un rapprochement donc, entre les deux nations. Richard Nixon a visité Pékin donc, sous les conseils donc, de Henry Kissinger, qui était son conseiller et qui est un diplomate particulièrement connu. Et à partir de là, ils vont tomber dans le piège de la Chine, puisqu'ils vont multiplier les programmes d'aide, les échanges universitaires, notamment sous l'administration Carter, et ce qui ira même jusqu'à l'administration Reagan, qui leur prêtera des armes et les aidera dans des plans de vols spatiaux, de robotique, génétique, informatique, tout ce que tu veux, quoi. Et donc la Chine, à partir de là, elle a développé donc ce qu'on appelle le marathon des 100 ans, qui vise à, d'ici 2050, faire de la Chine l'hyperpuissance. Ça a été annoncé, la couleur par Xi Jinping en 2013, et tu vois, ils veulent nous bouffer. Mais ça consiste en quoi leur stratégie? Pour Michael Pillsbury, sur plusieurs points. Tout d'abord, la stratégie du temps long. Il faut savoir que les Chinois ne sont pas dans une conception occidentale de l'approche du temps. C'est-à-dire que les Occidentaux, dans leur façon de voir la politique, ils estiment que l'action politique qu'ils doivent mener à un moment A doit avoir donc des répercussions dans un temps court et pas dans un temps long.
C'est-à-dire il doit y avoir une réponse immédiate de la prise de décision politique. Les Chinois ne sont pas comme ça, ils font des plans sur des décennies. D'autant plus que la Chine a un avantage, c'est qu'ils ont des régimes avec des personnalités qui restent longtemps au pouvoir. Ce fut le cas de Mao, ce fut le cas de Deng Xiaoping et de Xi Jinping aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'ils peuvent faire des politiques sur 10, 20, 30 ans parfois. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de nous en Occident, puisque nous subissons des alternances, qui fait qu'un président arrive, un nouveau le remplace et il va annuler tout ce qu'a fait le précédent. Ce qui fait en fait une forme d'immobilisme politique, même s'il y a une stratégie aussi de long terme dans les pays occidentaux, mais elle est moins exacerbée qu'en Chine. Donc ça, c'est leur premier avantage, leur première stratégie. Deuxième stratégie, la Chine n'est jamais dans des provocations inutiles. C'est-à-dire que là où par exemple la Russie va s'amuser à faire voler donc, des avions de chasse pas loin de nos frontières, la Chine essaye de rester toujours à l'écart, discrète et avancer ses pions dans l'ombre. Elle n'est jamais dans la provocation inutile, surtout quand ça concerne les États-Unis ou les pays occidentaux en général. Elle essaye plutôt même de nous flatter pour s'approcher de nous plus facilement. C'est Machiavel en quelque sorte, tu le sais. Troisième stratégie, la population chinoise. Alors, la population chinoise, elle est très attachée aux valeurs de Confucius. Confucius, donc, c'était une sorte de philosophe chinois qui a mis en place notamment une philosophie qui est la suivante, c'est-à-dire que tu dois respecter ton père et le prince, donc ta famille et la figure paternelle, mais également l'État, mais tu peux, quand ces deux-là abusent un petit peu, leur faire des remontrances dans la politesse. Le problème, c'est que beaucoup de Chinois, en fait, valident cette théorie, mais elle a été complètement balayée sous le communisme, qui voyait ça comme le fait que tu respectais trop les anciens et ton héritage, quoi. Mais ils se sont très vite rendus compte de leur erreur et que Confucius pouvait leur apporter une aide qui était un petit peu bienvenue, c'est-à-dire que Confucius aussi théorise le respect de l'État, le respect de l'autorité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Chinois, ils vénèrent deux entités, le petit livre rouge donc, de Mao Zedong et l'héritage philosophique de Confucius, qui est aujourd'hui mélangé pour en faire un super programme politique qui vise à en faire du chinois parfait, celui qui va œuvrer pour la grandeur de la nation. Donc ça, c'est le troisième avantage de la Chine. Quatrième avantage, prendre les idées des autres, s'en inspirer et faire mieux. Donc ça, c'est la Chine, on le sait, par exemple, ce fut le cas avec la France, où plusieurs fois les Chinois sont allés à Bordeaux, ont appris à faire du vin, ont financé donc des cépages français, et ont par la suite donc copié la technologie et essayé de faire mieux en Chine. Ça, c'est une stratégie qui est exacerbée donc, par les Chinois et qui est utilisée donc, depuis qu'il y a les échanges, notamment universitaires, qui ont été donc, lancés sous l'administration Carter. Donc c'est vraiment la vraie volonté d'espionnage industriel et de recopier ce que font de mieux les Occidentaux pour le faire à leur manière. C'est aussi le cas par exemple de TikTok. TikTok en soi a pris tout ce qui était de mieux en soi sur Facebook, Snapchat, Instagram pour en faire une application extrêmement chronophage et qui, on le sait aujourd'hui, utilise un algorithme un petit peu obscur dans des visées sûrement à espionner le mode occidental. Ce n'est pas pour rien que Donald Trump a voulu l'interdire. Alors les médias ont pris ça d'une manière triviale, mais c'était très sérieux. Il faut se méfier de TikTok puisque c'est un bras armé, notamment aussi pour diviser les populations occidentales et faire de la propagande. Donc TikTok est un outil de pouvoir qui est la quintessence de ce qu'on a fait de mieux ou de pire, ça dépend, concernant les réseaux sociaux ou des applications. Autre méthode de la Chine, placer des officiels, donc des membres proches du parti, au sein d'institutions internationales. Ce fut le cas dans l'OMC, où ils ont bénéficié notamment de la clause de la nation la plus favorisée qui a permis à la Chine d'avoir des programmes d'aide massifs parce qu'ils étaient considérés comme un pays défavorisé, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là, ou alors dans l'OMS, etc. Donc la Chine, pour ne pas avoir des sanctions et pour avoir, on va dire, gagné un petit peu la guerre juridique quand il y a des conflits entre États, ont placé des membres donc, de leur parti et des Chinois, donc au sein même de ces institutions, à parfois des postes extrêmement haut placés. Autre méthode, qui est cette fois-ci théorisée par Perry Link, c'est l'anaconda dans le chandelier. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que la Chine a une énorme diaspora partout donc, dans le monde, en Occident surtout, et cette diaspora, même si elle est installée donc, dans les pays occidentaux, cherche toujours à aider la Chine d'une manière ou d'une autre, notamment en envoyant de l'argent. On sait que beaucoup de Chinois envoient de l'argent à leur famille sur place et essayent de soutenir la cause chinoise, même en étant à l'étranger. Il est fort même probable qu'à l'intérieur même de cette diaspora, il y ait des agents dormants qui vivent en Occident
en attendant des directives donc du Parti communiste chinois. Autre stratégie, la Chine a voulu longtemps faire croire via de la propagande qu'elle était plus faible que ce qu'elle était vraiment. Elle a toujours essayé à se victimiser, à montrer qu'elle ne bénéficiait pas d'une armée puissante, qu'elle n'avait pas des moyens financiers importants, et elle a toujours voulu faire croire par le biais d'une propagande plutôt efficace qu'elle était plus faible que ce qu'elle était vraiment, pour que les Occidentaux soient bernés et aient tendance à se rapprocher encore plus de la Chine, alors que c'était justement ce qu'elle voulait. Mais ça rejoint un petit peu cette stratégie du long terme, c'est-à-dire qu'elle a accepté en court terme de passer pour être une nation faible, pour au final gagner sur le long terme, ce que n'arrivent pas à faire les Occidentaux. Ensuite, autre méthode qui est énoncée par William C. Triplett, il s'agit de la Red Team et Blue Team. En fait, les officiels chinois ont une liste d'individus qui font partie de la Red Team. La Red Team, ce sont les Occidentaux qui ont une bonne vision de la Chine. Ce sont par exemple des hommes comme Jean-Pierre Raffarin qui font souvent l'éloge de la Chine publiquement. Ils vont utiliser ces personnes-là afin de montrer qu'ils sont légitimes, à quel point ils ont un visage qui est angélique et à quel point on peut leur faire confiance. D'ailleurs, Jean-Pierre Raffarin a été récompensé de la plus haute distinction chinoise et il a une émission de télé en Chine où en fait il fait l'éloge du pays, etc. Tellement que Jean-Pierre Raffarin un jour, il y a la DGSE qui a toqué à sa porte et qui sont allés boire un petit verre un petit peu avec lui pour discuter de tout ça, quoi. Donc ça, c'est la Red Team. Et à côté de ça, on a la Blue Team, c'est-à-dire des individus qui sont de manière exacerbée contre la Chine, qui ont une image très néfaste. Donc ça peut être donc, des gens qui sont à la fois en Chine ou à l'étranger. Ils peuvent même faire partie donc, de la diaspora. Et dans ce cas-là, ils subissent des menaces, une censure, etc., etc. Il faut savoir que la Chine peut se montrer extrêmement cruelle et insidieuse, notamment on l'a vu par le biais des cyberattaques, en assassinant notamment plusieurs agents de la CIA qu'ils avaient retrouvés, qui étaient des agents dormants américains qui se trouvaient donc en Chine, etc., etc. Tous les moyens sont bons. La fin justifie les moyens pour la Chine. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure qu'aujourd'hui, la Chine, c'est un train que personne n'arrête. Elle commence vraiment à prendre de l'ampleur, c'est déjà le cas, et il est possible qu'elle réussisse son plan. Néanmoins, la Chine aujourd'hui, elle connaît une difficulté qui se trouve au sein même de sa population avec une jeunesse qui est divisée. D'un côté, on a une jeunesse qui est profondément communiste, plus communiste que l'actuel parti chinois, c'est-à-dire qui souhaite un retour aux sources de l'époque de Mao, puisqu'en réalité, aujourd'hui, donc, le parti communiste chinois n'a de communiste que le nom, puisque Deng Xiaoping avait théorisé le socialisme de marché, qui est en fait un capitalisme où tu mets des couleurs rouges, marteau faucille, et tu fais croire que tu es encore communiste, quoi. Mais en réalité, c'est un capitalisme. Donc il y a une partie de la jeunesse qui souhaite un retour donc de l'ère de Mao, un retour du vrai communisme, le communisme pur et dur, et de l'autre côté, on a une jeunesse qui, elle, est plus enclin à être intéressée au mode occidental, à la manière de vivre occidentale, et qui souhaite vivre non pas sous le joug donc d'un État fort et totalitaire, mais dans un État pseudo-démocratique, quoi. On va voir dans les années à venir une division profondément importante entre cette population de jeunes Chinois, et on verra bien où ça va nous mener. Toujours est-il que William Pillsbury, ce qui nous conseille, c'est nous aussi, occidentaux, revoir notre mode de politique, notre appréciation de la politique, et nous aussi à réfléchir sur le temps long. Sinon, on va manger chinois, les gars, et on va parler chinois dans quelques années. Arrête de parler chinois. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo un petit peu plus différente de d'habitude, qui tend à se rapprocher un peu de ce qu'on avait fait avec Comprendre les États-Unis, que tu peux aller voir là d'ailleurs, je te mets le petit lien. N'hésite pas à aimer, à partager la vidéo comme d'habitude, à me suivre sur mon Instagram, il s'affiche là, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo baron. Ciao, ciao.